Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film sorti en début d'année 2020, Underwater, du réalisateur William Eubank, qui signe son 3e long métrage après 2 films à petit budget qui n'ont pas vraiment séduit le public. Probablement dû à une forme un peu cheap, le rythme lent et contemplatif, au point d'ennuyer ou d'endormir la plupart, et manquant au final de consistance pour pouvoir véritablement faire mouche. Et c'est encore le cas dans ce nouveau film de survival horror, plutôt porté sur la série B, n'ayant apparemment pas grand-chose à nous raconter, et qui semblerait donc plutôt raté. Que ce soit le jeu d'acteur, les décors sous l'eau ou encore la créature qui peut paraître fade, rien ne semble fonctionner. Néanmoins, ce film est plus intéressant qu'il n'y paraît, comprenant quelques pistes de réflexion plutôt intéressantes qui donnent tout son sens à cette plongée asphyxiante. Avant de poursuivre, je précise que tout ce qui va suivre révélera pas mal d'éléments du film, s'adressant plutôt à ceux qui l'ont déjà vu. On peut commencer par la vision écologique, qui est en fait l'enjeu de l'ouverture et la fermeture du film, qui se présente à l'écran sous forme d'informations pour nous alerter, nous concerner, mais aussi nous prévenir que l'on est dans une époque surchargée, surinvestie de connaissances, de messages, et que malgré tout, l'on ne reçoit que des informations de surface, sans y être directement confronté. Et dans un second temps, le film nous plonge dans le lieu le plus profond de la croûte terrestre, au cœur de la terre, de la mer et ses conflits. C'est l'envers du décor dans lequel est conduit l'individu à côtoyer ses propres profondeurs intérieures. C'est l'homme face à lui-même, face à sa monstruosité qu'il dissimule à la surface de son quotidien. Et cette monstruosité est tentaculaire et crépusculaire, qui porte et transporte avec elle tout un écosystème. Différents morceaux, différentes créatures qui forment un tout. C'est un corps à part entière, des abominations qui sont à l'unisson. L'humanité peut-elle en dire autant? Cette créature titanesque est aussi la mise en abîme de la planète. Cet inconnu que l'on creuse, que l'on pousse à bout, jusqu'au réveil des grands anciens. Jusqu'à percevoir l'existence d'une réalité qui va au-delà de toutes nos perceptions et qui n'a pas plus d'empathie à notre égard que nous en avons envers les insectes. Des références évidentes envers Lovecraft, mais aussi envers Alien avec cette tension montante et la créature que l'on ne voit pas dans l'immédiat. Tout comme l'image de l'héroïne qui s'inspire de Ripley en surmontant tous les obstacles. D'ailleurs, quand on voit la structure du film, avec les machines, les costumes, les combinaisons, tout s'apparente et fait écho à un film spatial. L'océan aurait très bien pu être le vide sidéral, les deux étant une extension des émotions et de l'esprit humain. Cette mécanique du confinement hostile est à la fois intemporelle et universelle. Dans la scène finale, l'héroïne porte un message au spectateur. Elle détruit le monstre de nos esprits, de nos terreurs, en montrant qu'il faut s'y confronter, y faire face, quitte à en payer le prix. Changer le monde est aussi délicat que de se changer soi-même. Toutes les difficultés au sein de la société sont le miroir de nos tourments intérieurs. Il faut accepter de ne pouvoir contrôler les forces titanesques auxquelles on est confronté chaque jour. Une double lecture sur la prise de conscience envers soi et la responsabilité envers le monde. Pour les plus méticuleux envers l'univers de Lovecraft, le nom de l'héroïne Nora Price pourrait avoir une connotation avec l'auteur Edgar Hoffman Price, grand admirateur de Lovecraft avec lequel il put collaborer et devait même clore le cycle du rêve Lovecraftien. Nora pourrait elle-même être perçue comme la messagère des faibles dieux de la terre qu'elle protège depuis le pays des rêves, ou des contrées du rêve, qui est une dimension alternative dans laquelle on peut se rendre par le rêve. Alors ce n'est pas exactement ça, mais ça pourrait s'en rapprocher dans l'idée, comme par exemple les phénomènes des rêves lucides d'Inception, ou de projection astrale d'Insidious. D'une manière générale, on peut avoir l'impression que tout est factice, par tous ces rajouts numériques ou ces images de synthèse, mais il y a cet effet de flou, d'un lieu insaisissable et illusoire. Même les premières créatures se veulent imperceptibles, comme des ombres qui les suivent, des projections de leurs propres angoisses.
On joue constamment sur cette impression de flou, d'espace onirique et fantasmagorique. Et c'est bien par la notion du rêve que l'on va pouvoir basculer sur une autre référence ou grille de lecture tout aussi parlante et évidente, Alice au pays des merveilles. Nora est plongée au cœur d'un monde métaphorique. Et c'est dans ce terrier, dans cet underworld, qu'elle devra parcourir ce long chemin pour trouver sa vertu, et ainsi son issue. On nous le précise dès le début du film où elle parle des illusions que procurent de telles profondeurs. Et qu'il n'est pas toujours évident de faire la distinction entre le jour et la nuit, entre le rêve et la réalité. Pendant le film, on pourra avoir l'impression que ces mots ne sont pas vraiment pertinents, ni même exploités. Mais ils sont juste là pour nous signifier que ce monde en lui-même est irréel et fantasmé, à un niveau inférieur ou supérieur de la conscience, dont les personnages n'en sont que des projections symboliques. Il y a par exemple cette relation avec le personnage de Lucien, incarnation évidente de l'image paternelle, dans lequel on trouvera une scène de séparation très similaire à celle d'Ad Astra, le film de James Gray, mais avec un niveau émotionnel bien moindre. Néanmoins, cette relation père-fille est plus importante qu'elle n'y paraît. De plus, elle est plutôt amenée et révélée de manière subtile, et pas juste dans une conversation lambda habituelle. Et en y pensant, le film échappe à la plupart des explications superflues pour se focaliser sur l'essentiel. On comprend que Lucien a perdu une fille, prénommée Ali, qui, selon les dires de Nora, aurait eu exactement le même âge qu'elle aujourd'hui. Et on comprend par la suite qu'elle avait 14 ans, l'âge de l'adolescence. Comme si cette mort était liée symboliquement à une étape de l'existence qui n'a pu être franchie. Comme si Alice n'était jamais revenue. C'est un point qui est capital à la fois dans la construction des personnages, mais aussi du scénario. Car celle qui va s'en sortir à la fin est le second rôle féminin, plus jeune, plus innocente, ne connaissant rien encore à la vie, et qui se trouve au final être l'incarnation de cette Alice au pays de l'enfer. On pourrait aussi préciser que c'est une asiatique, alors peut-être que certains y verront un autre message, un peu plus d'actualité. L'héroïne est plus âgée, plus mûre, elle n'est plus cette enfant naïve et inexpérimentée, bien qu'elle en possède encore l'apparence. Elle a déjà vécu, déjà connu l'amour, la souffrance, la perte, l'échec. Nora est cette Alice, mais qui a grandi. Il y a une forme de cynisme, de fatalité la concernant, mais elle va se nourrir et s'enrichir de ces autres facettes émotionnelles ou identitaires que sont les autres personnages pour se transformer. Par la dévotion et la détermination, faire les bons choix et le don de soi pour les autres. Il n'y a plus à réfléchir, mais simplement agir. Il y a comme une forme de rédemption dans son sacrifice, mais aussi d'espoir, celui qui mène vers un nouveau monde, une nouvelle ère. Le nom de Nora Price peut aussi signifier le prix de la compassion. Elle sauve ce couple, auquel on ne croit pas forcément d'ailleurs, mais qui représente cet amour encore pur, où tout est encore possible. Et c'est ça qui remonte à la surface. La seule véritable valeur pour laquelle on pourrait avoir envie de se battre, envie de se lier, de s'éveiller, celle qui pourrait tous nous sauver. C'est une véritable bouteille à la mer qui est envoyée au spectateur et à l'humanité. C'est aussi grâce à un personnage considéré comme le running gag du film que la référence d'Alice sera explicite, puisqu'il porte avec lui un lapin en peluche qu'il va en plus donner à cette fameuse asiatique, et qui sera d'une certaine façon un fil conducteur. Et c'est bien à travers elle qu'il trouvera la sortie du terrier pour remonter à la surface.
Alors ce personnage du running gag est considéré un peu comme fêlé, et son langage est souvent décalé avec la situation, ayant cette posture du non-sens. C'est lui qui dit par exemple « Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle route t'y conduira ». On fait une blague au sujet du fait qu'il ne sache pas lire et qu'il adore les mangas. Simple détail, mais qui peut nous rappeler le début d'Alice qui se demande à quoi peut bien servir un livre qui n'a pas d'image, pas de dialogue. Comme une quête à l'image, à l'imagination dont les monstres en deviennent une représentation. Sans parler du fait qu'au Japon, on lit les mangas dans le sens inverse de chez nous. Ce qui pour nous est la fin de l'histoire est là où elle commence pour eux. Alors c'est peut-être le personnage le plus fou, comme le chapelier, mais aussi le plus sage malgré lui, faisant des associations improbables, imprévisibles entre la culture et cette nature auxquelles ils sont confrontés. Alors il y a une bonne répartition des différentes personnalités, peut-être fait de manière un peu caricaturale, mais ça fonctionne. Entre ceux qui sont paniqués et dispersés avec le besoin d'être rassurés, guidés, et ceux qui au contraire sont précis et réfléchis, axés sur les événements, l'instant, sans cesse en mouvement, comme Nora et Lucien qui fait preuve d'une lucidité assez impressionnante malgré la situation. En ce sens, les rapports entre les personnages sont faits avec sobriété et habileté. D'autres détails pour Alice, comme le fait que Nora soit blonde, qui n'est d'ailleurs pas sa couleur d'origine, l'opposant directement à la brune, qui serait en quelque sorte comme une version antérieure d'elle-même. À noter ses cheveux courts qui la portent vers le déclin, face à la brune aux longs cheveux en plein essor. Il y a aussi la scène du début où elle parle de l'altération de la réalité, mais aussi du temps, que tout est flou comme dans un rêve. Et elle le fait devant la glace, devant le miroir. Et tout le film est une course contre la montre, contre le temps. À noter également que dans les contrées du rêve de Lovecraft, le temps défile différemment. William Eubank est un réalisateur qui a ses thématiques fétiches, que l'on retrouve d'ailleurs dans ses deux précédents films, The Signal et Space Time. Celle du voyage, de toujours avancer vers l'inconnu sans jamais renoncer, de l'avenir qui finit par se rétrécir, d'un passé que l'on ne cesse de ressasser, le temps et l'instant. Mais aussi d'un lieu d'isolation forcée dans lequel on cherche un échappatoire, une forme d'aliénation dans la solitude, d'une dérive réflexive pour en comprendre la nature propre, sa propre nature. Entre monstruosité, humanité, il interroge la place de l'être humain et du sens des chemins que l'on emprunte. De la frontière entre les mondes visibles et invisibles, d'une quête universelle qui se mélange à la quête individuelle. Il y a pas mal de ces thèmes qui se communiquent et se répondent d'un film à l'autre, comme par exemple les souvenirs, la mémoire ou les relations entre individus qui seront simplement évoqués dans l'un et beaucoup plus prononcés dans l'autre. Ou comme ici avec l'idée du rêve éveillé, l'impression de dormir alors qu'on est réveillé, déjà présent dans les précédents mais sous un autre angle. On peut également voir une forme de cohérence entre ces trois films, puisque l'un se passe sur Terre, l'autre dans l'espace, et celui-ci dans les profondeurs marines. Il y a aussi dans ces films un soin particulier apporté à la musique, faisant entièrement partie de l'expérience. Elle m'a semblé un peu en dessous dans ce film-là, pourtant composé par Marco Beltrami que j'adore et Brandon Roberts qui ont principalement favorisé des sons d'ambiance, faits de tension et d'angoisse, mais qui possèdent quand même une ou deux pistes un peu plus musicales. Il y a clairement chez William Eubank un côté film expérimental, difficile d'accès et avec une part de mystère qui demeure. Mais on cherche avant tout à nous faire vivre une expérience, nous transmettre des choses. Si on parvient à lâcher prise et se plonger au cœur de nos émotions, ça peut vraiment prendre une toute autre envergure. N'hésitez donc pas à jeter un œil à ces deux autres films.
Voilà donc pour ce film. Underwater reste basique et classique dans ses ficelles et son déroulement. On y trouvera de l'action et un rythme assez soutenu avec différentes étapes à franchir, privilégiant ainsi son ambiance et son atmosphère particulière. Entre le film catastrophe et le thriller horrifique, il demeurera probablement pas assez convaincant, mais il possède un véritable fond rempli d'inspiration et de passion pour ses références. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.